Bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Nous sommes dimanche 12 mars 2023 et je continue mes petites échappées à travers cet ouvrage euh, qui est très important pour moi, que je viens de découvrir, cet auteur René Jean Dupuy, un juriste, philosophe euh, du siècle dernier, et qui a écrit cet ouvrage «L'humanité dans l'imaginaire des nations» en 1991, publié en 1991. C'est, pour schématiser, d'après ce que j'en lis, parce que je découvre en même temps que je le lis et que je le commente sur YouTube. Donc c'est la montée, on pourrait dire, la prise de conscience, l'histoire de la prise de conscience progressive de l'unité humaine, de l'humanité, du concept d'humanité, au sein au sein des nations, mais au sein des groupes humains, en somme. Comment, progressivement, cette idée d'humanité émerge. Et alors, ça tombe tout à fait bien parce que le travail que ma théorie, en fait, la théorie que je développe, que j'ai développée il y a 20 ans, sur le site mécaniqueuniverselle.net, essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous évoluons, notre humanité, depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates, depuis que nous nous sommes séparés des lois de la nature, nous évoluons progressivement vers notre ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture de mon site mécaniqueuniverselle.net ou des vidéos précédentes pour comprendre ce que j'essaie de développer. Voilà. Donc, je vais reprendre la lecture où je l'ai abandonnée et nous allons la commenter. Alors, tac, où est-ce que nous en étions? Hop, c'est pas là. Non, alors nous en étions ici. Voilà. Alors, l'intérêt, donc, je reprends la lecture. C'est la 12e, c'est la 13e vidéo, donc il y a une suite, voilà. Il faut que je pense à vous dire que si vous appréciez le thème, le travail qui est fait, et si vous pensez qu'il mérite d'être diffusé plus largement, vous pouvez mettre un pouce, ça aide à la visibilité, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez en parler à vos amis. Voilà, c'est une chose qui est faite. Alors, on retrouve l'exigence d'une primauté de l'ensemble particulier sur le particulier, c'est-à-dire de l'humanité sur les groupes, les autres groupes, les communautés, les nations, les pays, les tribus, etc. Le fait de faire passer comme primauté l'humanité, on le retrouve, se retrouve au cœur de la démocratie internationale. Dans sa déclaration du droit des gens, l'abbé Grégoire affirmait en 1792, donc en pleine Révolution française, l'intérêt particulier d'un peuple est subordonné à l'intérêt général de la famille humaine. La famille humaine, c'est l'humanité. Voilà. Alors, c'est le 19e siècle. Hein. Là, on est dans l'idée, dans les concepts philosophiques, politiques du 19e siècle. Dans un mouvement d'une logique analogue, Hegel érigeait, à la fin de l'histoire, l'état universel qu'il annonçait au-dessus des hommes et des groupes.
N'était-il pas l'humanité prenant en son sein conscience d'elle-même? Voilà, j'ai pas pu lire Hegel parce que c'est très très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Et donc j'ai picoré, j'ai lu des analyses d'Hegel, des vulgarisateurs d'Hegel, et je les remercie tous, ces philosophes qui ont mis à la portée des gens comme moi leur savoir. Voilà, à chaque fois que je peux le faire, je le fais. Et donc, je, pour moi, Hegel était une sorte de sommet de la pensée, justement, de la pensée téléologique, de la pensée qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. Et j'avais vraiment la conviction, j'en avais parlé, j'avais suivi quelques cours en auditeur libre à la fac de Nice, et j'en avais parlé avec un prof en lui disant, mais la fin de Hegel, il pense à la béatitude, à l'extase, à la finalité de l'humanité, comme j'essaie de le démontrer sur ma théorie. Et en fait, la vision était plutôt matérialiste. On ne voyait pas l'idée spirituelle qu'il y avait derrière Hegel ou derrière Spinoza à l'époque où j'ai suivi ses cours, au tout début de la découverte de ma théorie. Je trouvais que ce qui était dispensé à la fac était très très matérialiste. Quand on parlait de Spinoza, on parlait pas, Dieu n'était pas vraiment le schéma, quoi. C'était plutôt une vision autre que ça, même quand on parlait de Platon, etc. Et ça me dérangeait profondément, parce que pour moi, c'était des grands spirituels. C'était tous ces philosophes, et y compris Hegel, et peut-être Nietzsche, ce sont des grands spirituels, même s'ils contestent pour Nietzsche cette idée-là, mais il ne bifurque pas, en somme. Il ne bifurque pas l'idée de Dieu. Voilà. Donc, dans un mouvement d'une logique analogue, Hegel érigeait à la fin de l'histoire l'état universel qu'il annonçait au-dessus des hommes et des groupes. N'était-il pas l'humanité prenant en son sein conscience d'elle-même? Et c'est exactement ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Nous avons évolué à partir du moment où nous sommes distingués des autres primates jusqu'à aujourd'hui de façon tout à fait inconsciente, et pourtant dans un sens, dans une orientation vers cet état de perfection que nous visons sans le savoir. Il est temps de prendre conscience de notre évolution pour éviter cette évolution inconsciente, c'est-à-dire qui utilise l'antagonisme, la guerre, la violence, la haine, le racisme, les luttes entre nations, les luttes entre dominances, voilà, pour commencer à travailler ensemble dans cette évolution humaine, pour cette évolution humaine. Eh bien, il y a 100 ans déjà, plus de 100 ans, Hegel était pensé que l'humanité prendrait conscience d'elle-même à un certain moment. En revanche, pour Auguste Comte, celle-ci semble tirer sa prééminence non de la masse vouée à l'obéissance, mais de l'aristocratie du savoir qui la conduit. Alors, ça aussi, c'est supportable comme idée. Si c'est vraiment utilisé au niveau démocratique, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est les meilleurs, c'est l'aristocratie des penseurs, ceux qui ont le plus d'aptitude à diriger, à enseigner, à éclairer le peuple, qui se hissent en tête de la nation, par un système démocratique de compétition, etc., qui sont choisis par le peuple pour faire la politique du peuple, pour obéir aux valeurs du peuple, pour être, voilà,
si c'est comme ça, et pour enseigner le peuple avec l'idée que c'est de lui donner le mieux, pas de le manipuler, pas de l'organiser pour qu'il obéisse à nos propres, à l'exigence de quelques dominants, puisque là on est en aristocratie ou en oligarchie, mais plus en démocratie. À ce moment-là, oui, bien sûr. Donc, ça fonctionne aussi avec Auguste Comte. En fait, sa conception est plus complexe, sinon plus confuse. À ce principe hiérarchique, expression du positivisme, se mêle l'image du grand être qui, issu d'une longue lignée, s'engage au-delà des vivants dans la chaîne des générations. Voilà, alors ça c'est... Je comprends, j'ai pas lu non plus Auguste Comte. Je comprends ce que sa vision, elle est, voilà, elle est encore appuyée avec le principe démocratique n'est pas n'est pas le entrer dans le fondement mental d'un penseur comme ça, qui voit la masse qui peut être violente, qui peut être... voilà, qui ne doit pas être à la gouvernance et sous une certaine forme. Il a raison, quand la masse prend le pouvoir, quand on arrive à la dictature du prolétariat, on est devant un problème, parce que ceux qui sortent de la masse la plus violente, ce sont les plus violents. Et c'est pour ça que c'est plutôt un Staline qui prend le pouvoir sur les intellectuels, sur ceux qui avaient plus de vision démocratique dans la révolution russe, par exemple. C'est plutôt à Cuba un Fidel Castro qui prend le pouvoir parce que c'est le plus violent, le plus malin, le plus retors, le plus impitoyable qui prend le pouvoir, etc., etc. Et on le retrouve à chaque fois qu'on est face à la dictature du prolétariat. Donc, évidemment, c'est pas la bonne solution. Alors se mêle l'image du grand être. Il faudrait savoir ce qu'il entend par là. Je vous renvoie à la lecture d'Auguste Comte, qui, issu d'une longue lignée, s'engage au-delà des vivants dans la chaîne des générations. Réalité biologique, transtemporelle. Elle est aussi une réalité spirituelle qui, plus encore que dans le présent, puise sa valeur incomparable dans son passé et dans son avenir. Alors, est-ce qu'il pense qu'il y a une transmission que c'est génétique, que l'intelligence, en fait, la pertinence, le grand être, ce qui pourrait guider la nation ou l'humanité, ça peut se découvrir génétiquement. Bon, voilà, c'est vraiment à réfléchir. Alors, ça voudrait dire que dans la lignée, par exemple, une lignée comme la mienne, qui est issue du grand esclavage, à mon sens, eh ben, elle n'aurait pas droit au chapitre, finalement. Alors, je pense que, voilà, c'est à réfléchir. Réalité biologique transtemporelle. Elle est aussi une réalité spirituelle qui, plus encore que dans le présent, puise sa valeur incomparable dans son passé et dans son avenir. Sur le premier se fonde le concept de patrie, terre des pères pour laquelle les morts sont plus importants que les vivants. Cependant que chaque génération concourt à l'amélioration de l'ordre social. Voilà, donc on est au niveau de la patrie, mais pas au niveau de l'international. Le but continu de la vie humaine est la conservation et la perfection du grand être qu'il faut à la fois aimer, connaître et servir.
Voilà, ben, c'est un but, pourquoi pas, il faudrait savoir ce qu'il entend par grand être, etc. Voilà le commandement proféré, il est d'essence religieuse. L'humanité est le substitut d'un Dieu que la science a évacué. Ben, sous cet angle, c'est ce que je dis sur la mécanique universelle finalement. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Et l'humanité, c'est la constitution de chaque être humain qui forme l'humanité. Et chaque être humain, son essence est divine. Nous sommes une partie du divin. Nous sommes constitués de ce qui constitue l'univers, de ce qui est à l'origine de l'univers. Notre fondement est le même. Donc nous sommes divins finalement. Donc c'est bien le sens du divin, c'est bien le divin qui s'accomplit à travers l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture, à l'écoute des vidéos précédentes qui concernent Dieu, justement, où je parle de ça. Alors, l'humanité est le substitut d'un Dieu que la science a évacué. Les hommes ne peuvent supporter la viduité laissée par son éviction. Le vide, donc, je pense que ça veut dire ça, le vide laissé par l'éviction de Dieu. Nietzsche avait bien vu qu'il leur fallait des idoles pour remplacer l'absent. Kant fait de l'humanité cette idole. Il n'y aura pas de croyants désaffectés. Kant leur promet une église et un culte qui développera la conscience de la continuité et reprendra une éducation dont hériteront les générations futures. C'était bien vu, c'est logique, c'est-à-dire que l'idée de Dieu, le nihilisme dont parle Nietzsche avait compris que on ne pouvait plus penser Dieu comme on le pensait à l'époque, comme il était enseigné par les religions, avec du retard par rapport à la science. Et donc ça ne pouvait pas fonctionner. C'est pourquoi sur la mécanique universelle, je situe Dieu d'une autre façon, justement en coordination avec la science contemporaine, c'est-à-dire avec la physique quantique, avec l'idée d'atomes, l'idée de particules élémentaires, etc., etc. Et oui, alors à ce moment-là, évidemment, de prendre l'humanité, qui était quelque chose de concret, à la place du divin, c'était tout à fait intelligent, c'était très bien, c'était très juste. Voilà, et c'est donc l'idée était bonne, en somme. Mais ça revient au même. C'est la religion en scientifisé, comment on pourrait dire, je ne sais pas. Kant leur promet il n'y aura pas de croyants désaffectés. Kant leur promet une église et un culte qui développera la conscience de la continuité et reprendra une éducation dont hériteront les générations futures. Je découvre en même temps que je lis, quand même. Il faut bien se penser aussi à ça. Admirateur de la structure de l'Église de Rome, mais rejetant ses dogmes, Kant rêve d'instaurer, selon le mot de Jean Lacroix, un catholicisme sans christianisme. Mais c'est complètement bien vu, quoi. C'est très intelligent, c'est complètement bien adapté à ce qui se passait, au nihilisme qui arrivait, justement. C'était une façon de dépasser ce nihilisme. Et les religions, là, ont malheureusement, c'est pour ça qu'elles ne doivent pas avoir de pouvoir, les religions, en définitive. Juste, elles peuvent exprimer tout ce qui est important pour la société humaine, donner leur point de vue, etc., mais pas avoir le pouvoir, parce que le pouvoir rend bête, en fait. Le pouvoir rend obtus, fermé, et donc n'a pas la souplesse de pouvoir adapter tout de suite aux nouvelles découvertes, etc. On voit que la religion est toujours en retard de la découverte. Quand Galilée imagine ses lois,
qui sont les bonnes, qui sont réelles, la religion ne peut pas l'admettre. Il lui faut un siècle pour pouvoir comprendre ça. Pareil avec l'évolution des espèces, pareil, voilà. Donc le problème de la religion, c'est ça. Si elle n'avait pas de pouvoir et que elle fasse monter elle-même les meilleurs, c'est-à-dire les théologiens pas obtus, les théologiens qui sont en lien avec les scientifiques, en lien avec la politique, en lien avec la philosophie, les vrais théologiens, que ça soit eux qui soient ben justement, comme le pense euh, Auguste Comte, la grande lignée, quoi, hein, les intelligents les intelligents des religieux qui soient là, et ben là, ça fonctionnerait, parce qu'en fait, ils seraient au courant des dernières. Mais c'est en train de se passer, hein, parce que là, les religieux s'intéressent tous à la science, et maintenant, la science, elle est sur Internet, elle est abordable à chacun. C'est ça qui est extraordinaire. On n'imagine même pas la puissance de cette invention, de ce progrès, qui fait que n'importe qui maintenant, alors qu'au XVIIIe siècle ou même au XIXe siècle, c'était pas si répandu. Et au XVIe siècle, alors là, voilà, les gens comme moi, issus du peuple, du bas prolétariat, n'auraient jamais eu accès à ce dont on a accès aujourd'hui. Voilà. Et donc tout ça fait que l'humanité va vers son ultime perfection, tranquillement, à son rythme. Il enseignera un altruisme incitant chacun à travailler au bonheur de l'humanité présente et à venir. Et alors, voilà, encore une fois, là, je découvre cette phrase et sur ma théorie, je dis, nous sommes tous des altruistes sans le savoir. Voilà. On n'a même pas besoin de le... Oui, ça serait bien de le savoir. C'est mieux de le savoir, évidemment. Mais en réalité, chaque être humain qui apparaît sur cette terre, qui appartient à l'espèce humaine, à l'humanité, est un altruiste parce qu'il donne toute son existence, de sa naissance à sa mort, qu'elle soit brève ou lente, ou longue, qu'il le donne à travers le bien ou à travers le mal, que ce soit un malfaiteur ou un juge, il donne toute sa vie à l'évolution de l'humanité. Le malfaiteur et le juge travaillent ensemble à l'évolution du droit, à l'évolution de la loi. Voilà. Le mendiant et le sociologue travaillent à l'évolution de l'égalité des gens, de l'empathie, etc. Voilà. On travaille tous à cette humanité de façon égale, puisqu'on donne toute notre existence. Donc on est tous, et en croyant travailler pour soi-même, égoïstement, ou pour travailler pour son clan, pour sa famille, pour sa nation, pour sa communauté, on croit qu'on travaille pour ses identités inférieures, mais en réalité, on travaille pour l'humanité dans son ensemble, pour l'évolution de l'humanité. Tout le reste est inférieur. Et c'est là où je vois que ma théorie, je connaissais aucun de tous ces philosophes, j'avais aucune notion de philosophie quand j'ai imaginé cette idée. Mais la phrase, c'est comme si j'avais attrapé le bon bout de fil de la pelote. Donc après, il m'a suffi de dérouler cette pelote pour comprendre que tout était enclenché derrière cette phrase. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. À partir de là, tout était cohérent. Dès que j'avançais dans cette réflexion, eh ben ça s'enclenchait tout à fait dans le truc. Et c'est en fait, je retrouve exactement tout ce qui a été pensé déjà par Auguste Comte, par Nietzsche, par Hegel, etc. Donc c'est vraiment,
C'est émouvant en fait. Alors, l'universalisme de Comte n'est pas de réalisation immédiate, donc il pense bien que c'est quelque chose qui concerne le futur. Le mouvement de sa pensée, parallèle à celui du progrès des sciences et de la technique qui se manifeste en Europe, est typiquement européocentrique. C'est incroyable parce que j'ai écrit et j'ai imaginé, et qui a été repris d'ailleurs ce terme, l'occidentalocentrisme. Et l'autre fois, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de ça, de l'occidentalocentrisme. Et j'ai écrit ça il y a 15 ans, peut-être davantage, est typiquement européocentrique. Il prévoit la constitution d'un comité positif occidental composé de Français, d'Anglais, d'Allemands, d'Italiens et d'Espagnols. Voilà, il manque des Africains, des Aborigènes, des Inuits, des Océaniens, etc., etc. C'est là où on voit, c'était le 19e siècle, avec une vision bien précise. Aujourd'hui, l'universalité est vraiment tout autre. On a compris, là on est en train de comprendre que c'est fini l'européocentrisme, par exemple. Et l'occidentalocentrisme, pareil, il est fini, il est terminé. Et prévoit l'extension graduelle du système de l'Occident à l'ensemble de l'humanité. Voilà, bon, quoi qu'il arrive, il avait une vision, mais c'était une vision pratiquement qui était liée avec l'idée colonialiste, mais généreuse. Hein. C'était, à l'époque, c'était le plein colonialisme, à l'époque de Comte. Donc, voilà, il était influencé par cette idée. Nous, maintenant, on est dans la sortie de ce néocolonialisme, du colonialisme, on en est sorti, du néocolonialisme, on commence à en sortir, et on va vers le partage des pouvoirs universels, quoi. On sait l'influence du positivisme sur la Troisième République. Ah ben voilà, et en plus, son positivisme, il a été peut-être même, il a aidé, il a été influent pour le colonialisme, pour la colonisation, sauf qu'il a été dévoyé, c'est tout. La colonisation, après, ça a été les prédateurs qui ont pris le pouvoir, mais au départ, c'était autre chose, certainement. Ils y sont allés avec des valeurs beaucoup plus humanistes, mais les prédateurs ont pris le pouvoir. Mais comme d'habitude, ce sont toujours les violents qui l'emportent. On fait les choses avancent de façon généreuse, et puis il y a le monde derrière, le monde des prédateurs qui est là à l'affût et qui prend et qui dévoie complètement le système, et qui a fait que la colonisation, ça a été une monstruosité, alors que ça aurait pu être un partage de connaissances. Si la conscience humaine avait déjà été au niveau de la fraternité, de la vraie fraternisation, ça aurait été un, un, un système qui était donnant-donnant, gagnant-gagnant, comme on dit, c'est-à-dire euh, euh, symbiotique. Voilà. Donc, mais son attachement à la laïcité ne lui permettait pas d'accepter l'éventualité d'un clergé scientiste. C'est dommage, voilà. Très significative à cet égard est l'attitude de Littré, disciple fidèle d'Auguste Comte. Littré qui a fait un dictionnaire, je crois, qui, dans sa préface au cours de philosophie positive, marque bien son refus de toute religion, même de celle consacrant la dévotion à l'humanité. Voilà, et ça c'est dommage. C'est là où dès qu'on exclut, dès qu'on n'est pas inclusif, si on est exclusif,
Le système exclusif ne peut plus fonctionner. C'est pourquoi la politique que je préconise, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, je vous renvoie à aller chercher sur cet espace-là, YouTube. Un système inclusif, c'est un système. Je préconise de passer du libéralisme au symbiotisme, c'est-à-dire à l'utilisation du meilleur de chaque idéologie. Faire un parti, une nouvelle idéologie pour l'humanité qui prendrait le meilleur de tout, le meilleur du communisme, le meilleur du libéralisme, le meilleur de l'anarchisme, le meilleur du spirituel, le meilleur, etc., etc. Voilà, de manière à ce que personne ne se sente exclu en opposition, en violence. On peut dépasser ce système violent. Alors, l'immanence de l'humanité la montre comme englobante. Loin d'être conçue comme une entité distincte des hommes, elle les comprend. Voilà, c'est là où et il a raison, René Jean Dupuy. Elle n'est pas au-dessus d'eux, ce sont eux qui sont en elle, et elle est le milieu humain. La conscience de cette commune appartenance est de nature à développer chez ceux qui l'éprouvent une solidarité imposée par la communauté de destin. Dans les anticipations et les songes de Fourier, cette assomption des hommes dans l'humanité occupe le point central d'où rayonne sa ferveur. Et là, je vais arrêter là pour cette vidéo et on continuera dans la prochaine. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo, si vous voulez bien. À très bientôt, merci de votre écoute.